on va faire le petit update au niveau des marchés US. On va commencer comme d'habitude au niveau du S&P 500. Alors, donc comme je disais la dernière fois, actuellement, on se trouve en train de se rapprocher de la médiane centrale de la tendance baissière. Donc là, vous voyez, c'est le point d'intersection, c'est avec le niveau de support du mois de juin. Donc là, on s'en rapproche de plus en plus, donc il y a des fortes probabilités d'aller retester ce niveau-là. Alors, étant donné que la croissance économique est encore aux alentours de 2%, si on regarde par exemple l'indicateur coïncident, on est aux alentours de 2,5%, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas encore sous un risque de récession majeure. Le risque majeur, c'est quand on va se rapprocher de zéro. Donc, on s'en rapproche là actuellement, bien évidemment, si on regarde la tendance avec les leading indicators, par exemple, on voit que la tendance rapproche de zéro parce que les indicateurs leaders sont, eux, à 0% de croissance actuellement. Donc, la direction se trouve proche d'être encore baissière au niveau du taux de croissance. Donc, ça se peut qu'on range le temps qu'on se rapproche de 0% et qu'on sache si on fait un soft landing ou pas un soft landing. Mais pour l'instant, de toute manière, mon point de vue est d'aller se rapprocher de ce support-là. La tendance au niveau du très long terme, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de reprise haussière tant qu'on ne reclôture pas au-dessus de la moyenne mobile de 10 mois. Alors, pour l'instant, si on regarde, vous voyez, on a retracé et puis finalement, on est en train de replonger pour aller retester le support. Donc, si on casse ce support-là, on ira chercher les 3250, 3300 probablement, étant donné que ça confirmerait toujours la tendance baissière. Donc, mon point de vue actuellement, c'est que est-ce qu'on va avoir un soft landing ou pas du tout? Donc, si on regarde actuellement au niveau du taux de croissance qui se trouve aux alentours de 2%, c'est pas tout de suite, c'est pas pour tout de suite si on doit avoir une récession puisqu'on doit se rapprocher de zéro. Donc ça laisse un petit peu de marge, mais cependant quand on regarde en parallèle, on se dit qu'est-ce qui pourrait faire de nouveau accélérer la croissance, par exemple, ou éviter un soft landing, c'est un pivot de la Fed ou un changement, par exemple, des stimulus fiscaux. Alors au niveau de la fiscalité, au niveau des États-Unis, on est en train de taxer un peu plus les corporations qui font de l'argent, donc ça va pas aider. Et au niveau de la politique de la Fed, on est pas du tout sur un pivot. Hein. Comme vous le savez, l'inflation reste sticky, donc sticky élevée, hein, notamment maintenue par ce qu'on appelle la partie service, on regardera après. Donc là, je vais juste revenir au niveau des taux de la Fed. Le taux, là, vous voyez, on n'est même pas sur une pause comme par exemple au courant 2019. Vous voyez, par exemple, en 2019, on a eu une pause de la Fed et en parallèle, on avait encore un taux de croissance qui était aux alentours de 2%. Donc, ce qui a aidé encore un petit peu les marchés à continuer de monter malgré le ralentissement de croissance. Mais pour l'instant, on est à 2-3%, mais les banques centrales continuent d'augmenter les taux. Donc ça n'aide pas du tout au niveau des marchés financiers actuellement. Vous voyez, si on revient en arrière, par exemple, je vais faire un petit régular, voilà. Si on revient en arrière, qu'on regarde, par exemple, comme en 94-95, puisqu'il y en a beaucoup qui comparent cette situation-là à 94, on voit que les taux n'étaient pas on avait encore, vous voyez, comme vous pouvez constater, de la marge. Donc, au niveau de la Fed, c'était plutôt correct. Et au niveau donc comment ça s'appelle, au niveau du taux de croissance en 94, si on retourne, on était aux alentours comme on peut constater, aux alentours de 2-3%. Donc, on avait un niveau de croissance qui était quand même encore élevé. On n'était pas proche d'être récessionniste, étant donné qu'on n'était pas proche de zéro. Donc, l'opinion de récession n'était pas encore là. Et on avait un petit peu de la marge au niveau de la Fed, comme on peut constater ici, quand on dézoome. Hein, on n'était pas sur une zone de pivot, zone neutre, on n'était pas en train de dépasser une zone neutre. On a posé, comme vous pouvez constater ici, ce qui a permis, grâce encore au niveau de croissance qui était encore élevé ici, à continuer justement la performance sur les marchés. Là, pour l'instant, on est sur des taux, vous voyez, qui sont équivalents à 2018-2019. Il y a une forte probabilité d'aller chercher 100 points de base, enfin pas une forte probabilité, pardon, 75 points de base par exemple en septembre, et maintenant le 100 points de base est en jeu aussi.
Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc ça va pas aider, la banque centrale, comment dire? Pardon, pas la banque centrale, les marchés financiers, à terme, puisque bien évidemment, plus on augmente les taux, plus ça impacte les entreprises, plus ça impacte le marché immobilier, plus ça impacte la consommation des particuliers, ça impacte plusieurs choses. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on ait un niveau de croissance encore élevé et qu'on veut une pause de la Fed ou un changement de narratif, ce qui n'est pas encore le cas. La croissance, pour l'instant, plonge. On voit que la direction continue d'être baissière au niveau de la croissance et la Fed continue d'augmenter les taux. Donc là, il y a un point d'intersection qui va probablement faire mal à un moment donné si on continue dans cette direction-là. Donc c'est là où on voit qu'on est au niveau du S&P 500, on est toujours, vous voyez, dans la tendance baissière à long terme, hein, quand on regarde la moyenne mobile sur 10 mois. Et si on casse ce support-là, on ira sur le 3200, 3300. Là, on sera potentiellement sur un soft landing, mais on verra s'il y a un changement de narrative. Et si on approche de 0% ici, par exemple, sur les indicateurs coïncidents, donc de la croissance économique majeure, et qu'on n'a pas de changement de narratif de la Fed, ça risque de faire mal au niveau des marchés financiers. Et là, on pourrait avoir un très hard landing. Donc là, on n'en est pas encore là, on y va petit à petit. Mais il faut surveiller tous ces chiffres-là. Donc là, justement, on regarde au niveau de l'inflation, puisque c'est un petit peu le tel risque que tout le monde s'appuie en ce moment. On le voit que là, le niveau d'inflation, on est en pause. On est en pause, ça baisse pas très rapidement, puisque c'est maintenu en partie par la partie, vous voyez ici, des services. Donc, vous voyez, la partie en bleu foncé, elle continue de monter. C'est la partie des services, alors que la partie énergie, elle baisse. La partie nourriture continue à faire un nouveau, vous voyez, plus haut aussi. Donc, vous voyez, c'est assez sticky. Donc, oui, il y a des parties qui baissent, comme l'énergie, mais il y a des parties qui continuent de monter, ce qui maintient un taux d'inflation encore élevé. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder à très long terme. Vous voyez ici, on a la moyenne sur 10 mois. Alors là, je suis en train de surveiller si on arrive pour les prochains mois à passer en dessous. Mais est-ce que ça sera trop tard? C'est ça la question. Parce que même si on a un taux d'inflation qui va, admettons, baisser à 7-6%, il se peut que la Fed continue ou préserve ces taux élevés, étant donné que l'inflation reste élevée. Donc là, vous voyez ici, hop, on voit quand même une baisse de momentum qui commence en train de se produire au niveau du RSI. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Un croisement serait, comment dire, idéal, mais entre le temps que ça va se passer et le niveau de croissance qui sera ici, on va voir si un taux qui est toujours élevé va aider à faire remonter le taux de croissance si on se rapproche de zéro. Donc ça va être là vraiment le côté sportif au niveau des banques centrales. Ça va être beaucoup à ce niveau-là. Aussi, élément majeur, c'est que actuellement nous avons le bilan de la Fed ce mois-ci, nous augmentons, nous allons doubler les retraits de liquidités. Donc, ils vont réduire leur bilan. Et ce mois-ci, en fait, ils doublent ce qu'ils étaient en train de réduire actuellement depuis juin. Donc là, si on rajoute par exemple le S&P 500, donc là, vous voyez, vous constatez ici, fin 2018, ça a créé beaucoup de volatilité. Et donc là, on va doubler le fait de retirer le nombre de liquidités qu'ils étaient supposés de retirer. Donc ça, c'est pareil, c'est dans la politique de restriction, hein. Donc ça va pas forcément faire du bien, que ça soit aux indices ou au Bitcoin, qui est très sensible par rapport à la liquidité des marchés. Alors attendez, excusez-moi, je vais juste enlever ça. Hop, ça sur régulier, log. Voilà. Donc lui, c'est pareil, hein, au niveau du Bitcoin, on est toujours en dessous de la moyenne sur 10 mois, et là, on est sur un support majeur. Donc maintenant, la question qu'on va tous se poser, c'est effectivement, si on casse ce support-là, là, il y a des fortes probabilités d'aller chercher, hop, le prochain niveau qui sera vers 14 000. Donc là, pour l'instant, on stagne en range. Je pense qu'en range, on attend aussi le signal des marchés réguliers. Mais comme on est en train de doubler les réductions du bilan des banques centrales, donc des liquidités, ça peut affecter le Bitcoin à ce niveau-là.
Donc voilà. Sinon, dernière petite chose, je viens de mettre, en page, un petit abonnement qui récapitule beaucoup, de choses au niveau, d'une revue globale, macro, les marchés financiers, qui démontre un petit peu ma façon de travailler. Donc si vous êtes intéressé, au niveau de cet abonnement que je vais faire, mensuellement, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo et puis voilà, je vais mettre à jour assez régulièrement ce rapport-là tous les mois et aussi, faire des posts probablement, dans la communauté. Donc c'est ça, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve la prochaine fois.